Bienvenue sur Bouquinaise. On explore aujourd'hui les idées d'Emmanuel Todd, un anthropologue français qui bouscule un peu les idées reçues. Oui. Sa nouvelle BD, Il était une fois la famille, vulgarise sa théorie Oui. sur l'impact des structures familiales sur les sociétés. Tout à fait. On va plonger au cœur de la théorie et découvrir comment elle éclaire l'histoire dans D'accord. le destin des nations. Oui, Todd affirme que les valeurs d'une société sont évolution politique. Même son avenir économique sont profondément influencés par la façon dont la famille est structurée. Alors, commençons par le commencement. Quels sont ces différents types de familles que Todd identifie? Il en décrit 4 principaux, prenant l'exemple de la famille nucléaire égalitaire. Oui. Typique de la France, les enfants héritent à part égale. Ce qui favorise, selon Todd, la liberté individuelle et l'égalité des valeurs, qui ont nourri l'esprit de la Révolution française. On peut retracer cette quête d'égalité tout au long de l'histoire française jusqu'aux mouvements sociaux d'aujourd'hui. C'est comme si la structure familiale servait de code pour comprendre l'ADN d'un pays. Mais est-ce que ce lien entre famille et révolution est vraiment si direct? D'autres facteurs n'ont-ils pas joué un rôle? Bien sûr, c'est une simplification. Todd ne nie pas la complexité des événements historiques. Mais il met en lumière un facteur souvent négligé, l'influence profonde de la structure familiale sur les mentalités et les comportements collectifs. D'accord. Alors qu'en est-il des autres types de familles, pardon, la famille nucléaire absolue, celle qu'on retrouve en Angleterre et aux États-Unis? Dans ce système, l'héritage est plus flexible, souvent inégal. Oui. Cela favorise l'individualisme et des valeurs plus libérales, ce qui a pu contribuer à des changements radicaux comme la révolution industrielle ou le thatcherisme. Donc si je comprends bien, la famille nucléaire, qu'elle soit égalitaire ou absolue, a tendance à favoriser l'individualisme, mais avec des nuances importantes. Exactement, l'égalité ou l'inégalité dans l'héritage influence la manière dont cet individualisme se manifeste. Et cela a des conséquences sur l'organisation sociale, économique et politique des pays. Passons maintenant à un système familial très différent. La famille souche typique de l'Allemagne. Dans ce modèle, un seul héritier reçoit la majorité des biens, Oui. ce qui crée une hiérarchie naturelle et une forte insistance sur l'autorité. On comprend mieux, selon Todd, le succès industriel de l'Allemagne, mais aussi sa vulnérabilité historique à l'autoritarisme. C'est vraiment intéressant de voir comment ces structures familiales se reflètent dans l'histoire de chaque pays. Pour terminer ce tour d'horizon, parlons de la Russie et de sa famille communautaire. Ah, la Russie, tous les fils restent et partagent les biens, ce qui renforce l'autorité collective. Et le collectivisme, c'est un terreau fertile, selon Todd, pour le communisme, et plus tard pour ce qu'il appelle la démocratie autoritaire de Poutine. C'est presque comme si la famille était une prophétie autoréalisatrice du destin d'une nation, mais j'imagine que ces systèmes familiaux ne sont pas figés dans le temps. Absolument pas. Todd observe des évolutions, notamment avec l'éducation et la mondialisation. Il note une stratification croissante des sociétés avec un fossé grandissant entre les élites éduquées et le reste de la population. Et comment cette stratification se traduit-elle dans les différents systèmes familiaux? C'est là que ça devient encore plus intéressant aux États-Unis et en Angleterre. Cette stratification conduit à une fragmentation sociale assez brutale. En France, le principe d'égalité atténue un peu ce phénomène, mais le risque d'une oligarchie stato-financière est bien réel. Et en Allemagne, avec son passé autoritaire, on pourrait s'attendre à une situation plus explosive. Eh bien, c'est là que c'est surprenant. Todd observe que l'Allemagne, grâce à sa famille souche, a conservé un certain sens de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Il la qualifie même de démocratie verticale, avec des liens plus forts entre les classes sociales. Alors, si je comprends bien, la famille souche, souvent associée à des systèmes rigides, pourrait en fait jouer un rôle de stabilisateur social dans le contexte actuel. C'est une des conclusions étonnantes de Todd. Il montre que la famille souche, tout en étant hiérarchique, peut aussi favoriser une forme de solidarité intergénérationnelle et un attachement au bien commun. On voit donc que ces systèmes familiaux, loin d'être des reliques du passé, sont des forces dynamiques qui continuent de façonner nos sociétés. Mais Todd ne se contente pas de l'histoire et de la sociologie, il va plus loin en analysant l'impact de ces systèmes sur la géopolitique. Oui, prenons l'exemple de l'Union européenne. Todd est très critique vis-à-vis de l'euro. Il pense qu'imposer une monnaie unique, c'est ignorer les profondes différences anthropologiques entre les pays. Il va même plus loin en disant que cette méconnaissance des structures familiales a conduit à des erreurs stratégiques majeures dans les relations internationales. Absolument, il prend l'exemple du Moyen-Orient. Selon lui, l'invasion américaine de l'Irak aurait pu être évitée si l'on avait mieux compris la structure familiale du monde arabe, qui est de type communautaire endogame, c'est-à-dire avec des mariages au sein d'un même groupe, et qui implique un pouvoir central faible. C'est une analyse qui donne à réfléchir en somme-somme. Todd nous invite à voir la géopolitique à travers le prisme de la famille, mais il ne s'arrête pas là. Non.
Il aborde aussi la dimension religieuse. Oui, il observe un déclin du sentiment religieux en Occident, ce qui, combiné à l'individualisme de la famille nucléaire, crée un vide moral, un terreau fertile pour ce qu'il appelle le nihilisme. Le nihilisme, c'est négation des valeurs de la réalité, un danger bien réel selon Todd, mais il n'est pas complètement pessimiste pour autant. Non, il voit des sources d'espoir, notamment dans la diversité culturelle. Il s'oppose à l'idée d'imposer un modèle unique de modernité. Au contraire, il plaide pour une meilleure compréhension et acceptation des différences. Ce qui rejoint son analyse de l'Union européenne, plutôt qu'une uniformisation forcée, il faudrait miser sur la richesse des diversités. Exactement. Todd nous invite à dépasser nos préjugés et à voir la diversité, non pas comme une menace, mais comme une force. Et cette idée de la diversité comme Fox, il la développe aussi en analysant des cas concrets. Oui, prends l'exemple fascinant de l'Inde du Sud. Là-bas, un système familial unique, basé sur le mariage entre cousins croisés, semble avoir favorisé un essor technologique remarquable. C'est une illustration saisissante de la façon dont des structures familiales différentes peuvent conduire à des formes de modernité originale et innovantes. Absolument. Todd nous met en garde contre l'ethnocentrisme, cette tendance à croire que notre modèle est supérieur aux autres. Il nous appelle à plus d'humilité et de curiosité face à la richesse des cultures du monde. C'est un message qui résonne particulièrement fort dans le contexte actuel de mondialisation et de migration. Mais si Todd s'oppose à l'idée d'un modèle unique de modernité, est-ce qu'il propose une alternative, une vision pour l'avenir? Il ne donne pas de recette miracle, mais il nous invite à réfléchir à des modèles de société plus adaptés à la diversité des cultures et des inspirations humaines. Il appelle à une forme de polycentrisme où chaque civilisation pourrait s'épanouir en respectant les autres. C'est une vision ambitieuse qui nécessite un changement profond de mentalité, mais concrètement, comment parvenir à ce polycentrisme? Todd met l'accent sur l'éducation et le dialogue interculturel. Il faut apprendre à connaître et à comprendre les autres cultures, à dépasser nos peurs et nos préjugés. C'est un long chemin, mais c'est peut-être la seule voie vers un monde plus juste et plus harmonieux. Mais attention, Todd ne dit pas que les systèmes familiaux sont immuables. Non, bien sûr, il observe des évolutions, notamment avec l'éducation et la mondialisation. Il note une stratification croissante des sociétés, avec un fossé grandissant entre les élites éduquées et le reste de la population. Et comment cette stratification se traduit-elle dans les différents systèmes familiaux? Aux États-Unis et en Angleterre, cette stratification conduit à une fragmentation sociale assez brutale en France. Le principe d'égalité atténue un peu ce phénomène, mais le risque d'une oligarchie stato-financière est bien réel. Et en Allemagne, avec son passé autoritaire, on pourrait s'attendre à une situation plus explosive. Eh bien, c'est là que c'est surprenant. Todd observe que l'Allemagne, grâce à sa famille souche, a conservé un certain sens de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Il la qualifie même de démocratie verticale, avec des liens plus forts entre les classes sociales. Todd souligne aussi que ces évolutions ne signifient pas la fin des systèmes familiaux. Non, au contraire. Même si les structures familiales évoluent, elles continuent d'exercer une influence profonde sur nos sociétés. Prenons l'exemple de la famille nucléaire. Elle est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis, l'individualisme croissant, la montée du nihilisme, la crise du lien social. Et pourtant, elle reste le modèle dominant dans de nombreux pays. Comment expliquer cette persistance? C'est une question complexe. Todd avance plusieurs hypothèses. La famille nucléaire correspond à un certain idéal de liberté individuelle profondément ancré dans la culture occidentale. Elle est aussi favorisée par les politiques publiques, notamment en matière de fiscalité et d'accès au logement. Mais cette persistance de la famille nucléaire ne risque-t-elle pas d'aggraver les problèmes que vous avez évoqués, la fragmentation sociale, la porte du sens de la communauté? C'est un risque bien réel. Todd nous met en garde contre les dérives de l'individualisme et du repli sur soi. Il plaide pour un renouveau du lien social, fondé sur des valeurs de solidarité et de responsabilité collective. Mais comment concilier ces valeurs avec l'idéal de liberté individuelle qui est au cœur de la famille nucléaire? C'est le grand défi de notre époque. Todd ne propose pas de solution toute faite, mais il nous invite à réfléchir à de nouvelles formes de solidarité adaptées aux réalités de notre monde globalisé. Il souligne notamment le rôle crucial de l'éducation. L'éducation doit former des citoyens responsables, capables de s'engager pour le bien commun et de construire un avenir plus juste et plus durable. Elle doit aussi nous apprendre à vivre ensemble, à respecter les différences, à dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous. En somme, l'éducation a un rôle central à jouer pour éviter les dérives individualistes de la famille nucléaire et construire un avenir plus solidaire. Exactement. Et Todd nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans cette construction. Il nous appelle à ne pas baisser les bras face aux défis, mais à nous engager à agir, à faire entendre notre voix. En conclusion, la théorie d'Emmanuel Todd
même si elle peut paraître complexe, nous offre des clés de compréhension précieuses sur le monde d'aujourd'hui. Elle nous invite à réfléchir sur l'influence de la famille, à questionner nos idées reçues et à envisager l'avenir avec une nouvelle perspective. Oui, c'est une invitation à la réflexion, à la nuance, à l'ouverture aux autres. Et c'est peut-être là, dans cette ouverture, que se trouve le chemin vers un monde plus juste et plus harmonieux. À bientôt pour une nouvelle découverte.